Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu. Voyage au cœur de la philosophie et de la littérature, aux éditions El Bouraq. Chapitre 7 de la raison. Sofiane Méziani. Au chapitre précédent, tu formulais en guise de conclusion le vœu d'un retour de l'homme à la raison, ou plus clairement, si j'ai bien saisi la substance de ton propos, à la raison raisonnable, bien plus qu'à la raison raisonnante. En d'autres termes, il s'agit davantage d'éthique que de connaissance. Sur ce point, je te suis et te propose de conduire la réflexion un peu plus loin à partir d'un moment décisif de l'histoire. La raison fut, en effet, une grande conquête des Lumières qui ont mené un combat intellectuel acharné, comme en témoigne en l'occurrence l'encyclopédie dirigée par Diderot, pour le libérer du carcan de l'Église et de la superstition. Précisons néanmoins que les Lumières sont davantage une époque d'aboutissement et de synthèse que de profondes innovations. Les Lumières, au fond, ne font que traduire sur le terrain les idées héritées des Grecs, des humanistes, de Descartes, Locke, etc. Elles sortent des livres, constate Tsvetatan Todorov, pour passer dans le monde réel. Cependant, les Lumières et la raison triomphante n'ont pas fait que sortir l'homme hors de l'état de tutelle, comme le remarquait Kant. Elles ont été aussi à l'origine de la terreur, des régimes totalitaires, des deux grandes guerres mondiales et surtout de ce que Heidegger appelle le monde de la technique, monde où la logique des moyens et du calcul règne d'une main de fer. Celui qui observe cette période décisive de l'histoire avec un regard purement optimiste s'illusionne. D'ailleurs, on verra apparaître assez vite le mouvement romantique, qui viendra porter la plus importante désillusion au sujet des idéaux qui ont traversé le XVIIIe siècle. Ceci dit, la critique la plus radicale, sans doute la plus sévère de la philosophie des Lumières, se trouve dans La dialectique de la raison, en 1947, écrit par Horkheimer et Adorno, deux philosophes appartenant à l'école de Francfort. Un passage frappant au début du texte annonce sans ambiguïté le ton de la réflexion. Ouvrez les guillemets. La raison se comporte à l'égard des choses comme un dictateur à l'égard des hommes. Il les connaît dans la mesure où il peut les manipuler. Fermez les guillemets. Je crois que l'ensemble du livre peut être résumé dans cette phrase. Ce qui est dénoncé en l'occurrence, c'est l'usage de la raison réduite à une fonction utilitariste. En effet, suite au déclin de la rationalité objective, ils accusent le triomphe exalté de la rationalité fonctionnelle sur la rationalité substantielle. Se basant sur une interprétation singulière du récit d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, Horkheimer et Adorno expliquent que le processus des Lumières a été déclenché par un instinct de conservation qui limite l'usage de la raison à une domination de la nature, ou plus clairement à une logique instrumentale. Les aventures d'Ulysse, cet errant rusé, reflètent en effet, selon nos deux philosophes, une subjectivité en train de s'arracher au pouvoir des forces mythiques de la nature. C'est le cas par exemple lorsqu'il tente de résister au chant des sirènes, en se ligotant et en suggérant à ceux qui l'entourent de boucher leurs oreilles. Au fond, ce type de société moderne qu'il décrit avec force dans leur livre s'apparente en quelque sorte au modèle de Sade dans Juliette. La femme nature est dominée par l'homme raison, ayant omis l'amour pour le seul plaisir de la jouissance. Par ailleurs, les deux théoriciens de Francfort invoquent la morale kantienne pour distinguer la raison instrumentale de la raison objective, en reprenant à leur compte les deux types d'impératifs développés dans la critique de la raison pratique. L'impératif catégorique, lui, porte sur les fins, le devoir d'agir par principe de façon désintéressée. Elle renvoie donc à la raison objective, c'est-à-dire à une raison qui se fixe des buts, des finalités éthiques. Tandis que l'impératif hypothétique porte sur des moyens constamment conditionnés par un si. C'est une morale de l'intérêt et du calcul qui répond quant à lui aux exigences de la raison instrumentale. Cette critique, bien qu'elle contienne une part de vérité incontestable, sera remise en cause par Habermas, qui, dans son discours philosophique de la modernité, leur reprochera de s'être emprisonné dans un pessimisme réducteur. Mais aussi par le sociologue Alain Touraine, qui, dans sa critique de la modernité, perçoit dans leur approche davantage une thèse de moraliste qu'une analyse sociologique. D'ailleurs, ce dernier, dans ce même ouvrage,
refuse de se satisfaire de l'image de la raison, dissipant les nuages de l'irrationalité, de la science remplaçant la croyance, car ce n'est là que la moitié de ce que nous appelons modernité, et plus précisément désenchantement du monde. Une autre chose, selon Touraine, vient avec l'idée de rationalité caractériser la modernité, la subjectivité ou l'émergence du jeu et du sujet humain. La rationalisation et la subjectivation sont deux faces dont l'interaction constitue la modernité. Autrement dit, la modernité est un dialogue permanent entre le sujet et la raison. Sans toutefois faire abstraction des critiques d'Habermas et de Touraine, les graves crises que rencontre notre monde témoignent de la pertinence des propos, bien qu'excessifs à certains égards, des deux auteurs de la dialectique de la raison. Le malheur des hommes, en somme, ne provient pas de la raison en tant que faculté, mais de son usage réduit à une logique de calcul, la dépouillant ainsi de sa substance élémentaire. Abderrahim Bouzelmat. Je vais revenir à ton propos que je discuterai en un certain point, mais avant, un bref rappel historique serait bien légitime. On a coutume d'entendre que la liberté a été inventée à l'époque des Lumières, soit au XVIIIe français. Je ne suis pas sûre de cela, mais une chose demeure sans contredit. Durant cette époque, le foisonnement intellectuel en France domine l'Europe en matière de développement de la pensée, et le vieux continent reste très vigilant aux mutations à l'œuvre dans l'Hexagone. C'est l'époque où l'esprit critique, se développant très vite, conduit à la radicalisation de la philosophie. Voltaire, et avant lui Montesquieu, se saisissent de l'arme de l'ironie pour contourner la censure et porter des coups fatals à l'Église et à l'État. Michelet appelle cette période cruciale de l'histoire européenne le grand siècle, et les dissidents sont accueillis à bras ouverts par les dirigeants européens, à l'image de Frédéric II ou Catherine II. La raison, qui est du côté des philosophes, s'opposant à l'esprit dévot, qui est du côté de l'Église gardienne de l'orthodoxie religieuse, va jouer un rôle très important dans la manière d'appréhender les nouveaux chemins de la pensée. L'histoire qui a conduit à cette opposition radicale autour de laquelle va se développer un combat âpre est le fruit d'une évolution complexe. En effet, la seule histoire légitime de l'humanité que reconnut l'Église est celle racontée par la Genèse, qui légalise la souffrance de l'homme sur terre. Adam ayant été corrompu au paradis par Ève, qui a cédé à la tentation que nous connaissons, décide d'être à l'égal de Dieu. Et c'est cette volonté d'accéder à la connaissance qui constitue le péché originel. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. La volonté de l'homme est ainsi corrompue et ce dernier verse dans les passions. À l'origine des souffrances qu'il subit, on trouve trois concupiscences principales: l'ambition, la curiosité et l'appétit de la chair. Voltaire, prenant très vite conscience de la collusion des pouvoirs entre l'Église et la monarchie absolue, va développer une littérature de combat et deviendra le porte-drapeau d'une poignée de philosophes et encyclopédistes qui combattront par la pensée et les écrits de tout genre les prêtres qui tentent de barrer le chemin aux connaissances. L'Église se déchaîne alors contre les philosophes qui connaissent la censure, la prison et l'exil. La répression bat son plein, mais le mouvement d'idées qui vient de prendre naissance et qui remet en cause des valeurs traditionnelles est impossible à contenir. Les philosophes et les encyclopédistes combattent les superstitions et les fausses croyances, que Voltaire nomme fanatisme, grâce à la raison et à la pensée humaniste. On parle également du siècle de la maturité intellectuelle, et Kant définira plus tard ce siècle des Lumières comme étant celui de l'âge adulte. Il écrit à ce titre dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sous la tutelle d'un autre. Saper Ode, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est donc la devise des Lumières. Fermez les guillemets. Pour revenir à ton propos, je crois qu'il faudrait se garder de dire que le siècle des Lumières fut exclusivement le siècle de la raison. S'il est avéré que la poésie y connaît un profond déclin, il n'en demeure pas moins que les écrivains y mènent production d'une double nature, littéraire et philosophique, et font de la sensibilité, au même titre que la raison, le moyen d'atteindre le bonheur. Les philosophes s'adonnent autant aux belles lettres qu'aux essais sur l'homme. Montesquieu avait rédigé l'Esprit des lois, mais également les lettres persanes. Rousseau, qui a écrit Le froid contraste social,
est en même temps l'auteur de la Nouvelle Héloïse et des rêveries. Voltaire livre le siècle de Louis XIV et Zadig. Dès le début du XVIIIe siècle, Antoine Galland traduit les Mille et une nuits. Diderot, matérialiste radical, se montre très sensible au registre pathétique dans le milieu artistique. Le genre romanesque domine pratiquement dans le paysage de la littérature, et Rousseau inaugure le roman autobiographique avec Les Confessions. Même les savants très spécialisés dans certaines matières scientifiques se lancent dans les belles lettres, comme Buffon, d'Alembert, d'Holbach ou encore Condorcet, pour ne citer que les plus connus. Il semblerait qu'on n'ait pas encore compris que le XVIIIe siècle, qui fut le siècle de la philosophie, a également produit à profusion une littérature de fiction et de divertissement. Les choses sont ainsi un peu plus complexes qu'on voudrait le faire croire certains manuels scolaires. On a donc tort de croire que le siècle des Lumières soit exclusivement le siècle de la philosophie, tout en oubliant que Descartes et Pascal ont vécu au siècle précédent l'ère de Voltaire. La raison consistait essentiellement à sortir des préjugés par le combat contre les superstitions et le fanatisme. Il faut bien le noter, aucun philosophe des Lumières n'avait en tête la remise en cause de la monarchie. Ce qu'il dénonçait avant tout, c'était la corruption présente au sein de la politique et avalisée par le pouvoir ecclésiastique. Je suis d'accord avec ce que tu affirmes quant au fait que le XVIIIe siècle fut un siècle d'aboutissement. Mais s'il est vrai que depuis Platon, la question de la raison a occupé les philosophes, il n'en demeure pas moins que les Lumières en ont fait un usage particulier. Et c'est cette nouvelle approche de cette notion qui marquera le siècle de Voltaire comme étant celui de la raison. Diderot élabore l'ensemble de sa philosophie à partir de la raison tirée de l'expérience. Et Voltaire fait de même à partir de ses observations sur l'expérience des âges. On peut dire que l'encyclopédie, dont la publication s'est étalée sur plus de 20 ans, auquel Diderot, qui en était le directeur et sous lequel travaillaient une dizaine de philosophes, a œuvré comme un acharné, est le symbole principal du combat philosophique. Diderot, qui avait annoncé « hâtons nous de rendre la philosophie populaire », n'a jamais caché ses ambitions. Il s'agissait de mettre entre les mains du lecteur les armes devant le conduire sur les chemins de la liberté. Les philosophes et les encyclopédistes ont pour visée principale de vaincre l'ignorance mère de tout obscurantisme. Pour cela, ils s'en remettent à la raison, à même de proposer des solutions pour la réforme individuelle, et avec elle, le progrès de la civilisation entière. Malgré la censure et la persécution, ce travail colossal aboutira et révolutionnera les esprits. Dans sa radicalisation pour l'expérience rationnelle, Voltaire, aussi dynamique que Diderot, s'était violemment détourné de Descartes et de ses idées métaphysiques, et avait fait de Pascal un ennemi à détruire à cause, principalement des aspirations mystiques de ce dernier. L'auteur de Candide s'inspire essentiellement de savants anglais comme Bacon, Locke ou encore Newton, la préoccupation de ces trois philosophes étant principalement l'amélioration de la condition humaine par la science puisée au cœur de la nature. Horkheimer et Adorno, que tu cites plus haut, ont été radicaux dans leur jugement des Lumières. S'il est vrai que Voltaire est très hostile au début de la religion, sa pensée évolue et se renouvelle sans cesse. Diderot, malgré son opposition à la croyance religieuse, tiendra un discours très élogieux à l'égard des protestants et demandera qu'on les protège, car ils sont des sujets très utiles à l'État. Il me semble donc que l'évolution même des Lumières est complexe et ne se laisse pas appréhender facilement. La raison sur laquelle ils se sont appuyés pour combattre l'obscurantisme religieux a accouché de 1789. Cependant, étant donné qu'aucun de ces philosophes n'a vécu ce moment déterminant dans l'histoire de France, voire de l'Europe, il serait difficile de dire s'ils auraient applaudi ou pas à cet événement. En tout cas, ils ne parlaient pas de révolution ou du renversement de la monarchie. Ils souhaitaient avant tout en finir avec le fanatisme et l'esprit de persécution. Ils y sont parvenus et nous vivons aujourd'hui sur leurs acquis. Sofiane Méziani. Plusieurs choses méritent d'être soulignées dans tes propos. La philosophie des Lumières est en effet complexe en ce sens qu'il ne s'agit nullement d'une doctrine homogène ou d'un système philosophique cohérent. Elle est représentée par des penseurs de divers horizons et parfois de courants opposés. On y trouvera autant de partisans de l'athéisme, d'Holbach, que d'opposants, Kant. Autant d'adeptes de la monarchie, comme Voltaire, que de la République, comme Rousseau. Ce fut au fond une époque de débat plutôt que de consensus.
Il se trouve cependant un point d'intersection où se retrouvent ces différents courants qui ont constitué le mouvement des Lumières. Le débat entre la raison et la religion, entre le libre examen et le dogme. L'unité de cette philosophie se situe précisément dans cette réaction de la raison face à l'oppression de la religion de l'Église. D'ailleurs, la notion de tolérance sera constamment invoquée dans ce soulèvement intellectuel qui caractérise le XVIIIe siècle. Cependant, faut-il préciser, on y faisait bien la distinction entre la religion pacifique, prônant l'amour et le respect, des évangiles et la religion inquisitoriale et persécutrice des églises. En aucun cas il ne s'agissait d'un combat en faveur de l'athéisme. Ce fut plutôt un soulèvement de la raison contre l'intolérance et le pouvoir coercitif des églises. La critique des Lumières vise non pas le contenu des croyances, mais la structure de la société. Il n'est pas question, en d'autres termes, de dépouiller l'individu de ses convictions religieuses, mais uniquement de libérer l'État de la religion oppressante. La critique des Lumières vise non pas le contenu des croyances, mais la structure de la société. Il n'est pas question, en d'autres termes, de dépouiller l'individu de ses convictions religieuses, mais uniquement de libérer l'État de la religion oppressante. Quand Voltaire lance son cri de guerre « Écraser l'infâme », il veille prudemment à nuancer en ajoutant qu'il ne s'agit point de la foi et de la religion, mais de l'Église et de la superstition. Ce qui, au demeurant, animait ce mouvement du XVIIIe siècle n'est pas le rejet de la foi, c'est la promotion d'un nouvel idéal de religion défini en un sens transcendantal. Par ailleurs, je comprends ta réserve affirmant qu'on ne doit pas réduire les Lumières exclusivement à un siècle de raison. Cependant, on ne peut nier que la raison fut la force créatrice de cette époque. Le XVIIIe siècle est pénétré de la foi en la raison qui constitue le carrefour, le point de rencontre de ceux qui vont mener le combat contre l'obscurantisme et le fanatisme religieux, et ainsi faire la promotion du progrès intellectuel comme source d'émancipation et d'autonomie. En outre, comme le remarque Ernest Cassirer dans son étude sur la philosophie des Lumières, ce qui caractérise l'esprit du XVIIIe siècle, le distinguant ainsi du grand siècle, celui de Descartes, c'est en effet l'emploi singulier de la raison qui n'a plus pour modèle la mathématique mais la physique. Ouvrez les guillemets. Il est clair, affirme Voltaire dans son traité de métaphysique, qu'il ne faut jamais faire d'hypothèse. Il ne faut point dire « commençons par inventer des principes avec lesquels nous tâcherons de tout expliquer », mais il faut dire « faisons exactement l'analyse des choses ». Fermez les guillemets. Voltaire, à ce propos, à l'aide de la philosophie anglaise, particulièrement de notions empruntées à l'empirisme de Locke et Hume, va conduire en France la lutte contre le cartésianisme et surtout, avec l'ironie qu'on lui connaît, contre l'idéalisme allemand de Leibniz. Précisons tout de même que les Lumières avaient une connaissance de seconde main et une image déformée de la philosophie de Leibniz. Je renvoie aux excellents travaux de Yvon Belaval sur Leibniz. Voltaire semble avoir peu lu l'auteur de la Théodicée, n'ayant retenu de sa pensée que des formules vidées de leur sens, comme raison suffisante, optimiste, pour les passer sous la pointe de son ironie. Il écrit d'ailleurs Candide, toujours sur le ton de la satire, pour combattre la forme allemande et systématique de l'optimiste, qu'il conclut par une invitation au travail, ouvrez les guillemets, « L'homme n'est pas né pour le repos, travaillons sans raisonner. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Il faut cultiver notre jardin. » Fermez les guillemets. Le conte philosophique est certes habilement conçu, mais il témoigne d'une connaissance superflue de la pensée de Leibniz. Voltaire était sans doute vif d'esprit, pénétrant, mais, comme le remarque Victor Delbos, si en France il représente son siècle, ce n'est qu'en surface, car il manquait de profondeur, de concentration, et restait prisonnier de son public. Voltaire, comme Diderot, était indiscutablement doté d'une grande curiosité intellectuelle et d'une soif inextinguible de connaissances. Il voulait tout embrasser, d'où l'entreprise de l'encyclopédie, mais toujours de façon superficielle, sans jamais atteindre la profondeur et dépasser les couches moyennes de la pensée. On a à ce titre souvent reproché aux Français leur inconstance, leur amour de la nouveauté, leur légèreté et surtout leur façon de se contenter d'effleurer les sciences sans les approfondir, goûter de tout,
En un mot, de ne savoir les choses que superficiellement. Le XVIIIe siècle a ainsi renoncé à la forme déductive et à la construction des systèmes philosophiques dogmatiques, comme chez Descartes ou Spinoza, et emprunte plutôt la voie de la physique newtonienne et de l'empirisme anglais, qui est celle de l'expérience et de l'analyse. Au XVIIe siècle, on posait au préalable dogmatiquement le principe ou le concept avant d'en déduire des connaissances au moyen d'un raisonnement abstrait. Au XVIIIe siècle, c'est l'inverse. On part de l'observation exacte des faits, de l'expérience, pour en tirer des principes. Ainsi, les Lumières, contrairement au système philosophique du grand siècle, ne tiennent plus la raison pour un contenu dogmatique d'idées innées, un lieu de vérités éternelles, ni une possession de connaissances déterminées précédant l'expérience. La raison prend un tout autre sens. Elle devient une source d'acquisition, une énergie. C'est donc cette nouvelle façon de penser qui marque le siècle des Lumières, empruntant ainsi le chemin frayé par Kepler, Galilée et Newton. Aujourd'hui, nous ne vivons pas que sur les acquis des Lumières, ce moment si déterminant de notre histoire. Nous souffrons aussi de leurs défaillances, qui ont conduit à toutes ces crises qui sévissent dans notre monde. Abderrahim Bouzelmat. Je te trouve, en même temps que les critiques que tu cites, bien dur avec Voltaire et Diderot. Je ne voudrais pas paraître prendre leur défense, mais dire que leur connaissance était superficielle m'interpelle beaucoup. S'il est vrai que Voltaire a eu quelques rares fois recours à une espèce de malhonnêteté intellectuelle consistant à distordre les paroles d'un adversaire pour mieux le tourner en dérision, comme il le fait par exemple dans le Songe de Platon pour attaquer Platon, il n'en demeure pas moins que le souci de la connaissance véritable était réel. À ce titre, je t'insiste à consulter les documents longuement annotés directement de la main de Voltaire et sur lesquels il travaillait à construire ses connaissances. Dans son article Encyclopédie, Diderot écrit que le philosophe doit tout examiner, tout remuer, sans exception et sans ménagement. À propos de l'Angleterre, Voltaire est surtout séduit par le modèle de pensée fondé sur la liberté de tout dire et de susciter le débat et, par-delà, parvenir à la vérité. Dans sa lettre qu'il écrit à Diderot datant du 23 juillet 1766, il tient des propos très durs à l'égard de la France. Nous le citons. « Un homme tel que vous ne doit voir qu'avec horreur le pays où vous avez le malheur de vivre. Vous devriez bien venir dans un pays où vous auriez la liberté entière, non seulement d'imprimer ce que vous voudriez, mais de prêcher hautement contre des superstitions aussi infâmes que sanguinaires. Vous n'y seriez pas seul, vous auriez des compagnons et des disciples. Vous pourriez établir une chaire qui sera la chaire de vérité. Enfin, vous qui quitterez l'esclavage pour la liberté, je ne conçois pas comment un cœur sensible et un esprit juste peut habiter le pays des singes devenus tigres. Croyez-moi, il faut que les sages qui ont de l'humanité se rassemblent loin des barbares insensés. » Fin de citation. Il semblerait que l'on ait oublié cela également. Les Lumières avaient coutume d'analyser ce qu'il se passait chez l'autre pour soumettre les conditions de la société française à l'examen critique. Car la priorité du combat intellectuel pour la philosophie dix-huitiémiste consistait bien à mettre en question l'appareil de l'État et son fonctionnement, ainsi que l'hypocrisie de la cour, et de défendre les minorités persécutées. Nous retrouvons exactement l'inverse aujourd'hui chez quelques intellectuels tristement célèbres, qui font usage de l'appareil médiatique pour soi-disant célébrer l'esprit de Diderot. Mais tout lecteur sérieux de Voltaire sait que toutes leurs manœuvres sont un leurre et qu'ils trompent le citoyen en adultérant sciemment le message philosophique du XVIIIe siècle. Célébrant inconditionnellement l'esprit de la société française d'aujourd'hui pour mieux l'opposer à ceux qu'ils nomment les enfants des banlieues, ils trahissent les principes élémentaires de cette philosophie qui a pourtant œuvré contre toute forme de repli. Montesquieu avait par exemple, au travers de ses lettres persanes, dressé une satire cinglante de la société française de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence. Les institutions, le roi, le pape et jusqu'au milieu parisien, toutes les extravagances sont dénoncées en même temps qu'il fait l'apologie de la tolérance, de la justice, de la vérité, de la liberté. Beaumarchais, en filigrane de sa pièce Le Barbier de Séville, et plus précisément du personnage de Figaro, prolonge cette critique de la société.
Il dénonce une organisation sociale injuste et oppressive qui prend le parti des puissants tout en s'attaquant à ceux qui se dressent sur sa route. Tout est dénoncé, de la censure à la justice arbitraire qui considère moins la nature du délit que le rang du coupable, jusqu'aux journaux en passant par le rôle dévastateur de la cabale. Bien avant eux, dans l'histoire des oracles de Fontenelle, le chapitre La Dent d'Or montre grâce à une simple anecdote à quel point les croyances, les préjugés et les a priori peuvent mener au ridicule. Mais mettre en avant l'observation, la vérification des données, éveiller les esprits et aider à mieux raisonner, tout en s'écartant des partis pris, fait partie du programme de la philosophie des Lumières. Est-ce le chemin pris par les détracteurs des minorités en France aujourd'hui? Laissons le lecteur en juger. Diderot est athée, l'un des rares philosophes d'ailleurs, et pourtant sa défense des minorités persécutées, qu'elles soient religieuses ou pas, est bel et bien au fondement de son combat intellectuel. Cela car pour lui, la morale véritable est bien celle qui conduit au bonheur de la grande famille humaine. Dans son article Réfugiés, il revient sur la décision funeste de Louis XIV de la révocation de l'édit de Nantes, qui a ouvert la chasse aux protestants en des termes que l'on se prend à citer avec bonheur. Ouvrez les guillemets. Louis XIV, en persécutant les protestants, a privé son royaume de près d'1 million d'hommes industrieux qu'il a sacrifiés aux vues intéressées et ambitieuses de quelques mauvais citoyens, qui sont les ennemis de toute liberté de pensée, parce qu'ils ne peuvent régner qu'à l'ombre de l'ignorance. Fermez les guillemets. Ces mauvais citoyens dont parle Diderot, sans les nommer, sont bien entendu des groupes de pression au plus haut sommet de l'État, qui forment l'élite cultivée, qui agissent par diverses voies, dont celle de la diffamation et du mensonge. Secondés par certains médias aujourd'hui, ils sont d'une efficacité redoutable. Ainsi, la réalité d'aujourd'hui et celle de la société de Diderot sont d'une ressemblance aiguë. Dans le même propos, Diderot se montre cinglant à l'égard de ses persécuteurs qui agissent contre l'intérêt de la nation en empêchant leurs concitoyens de vivre dans la dignité et la liberté leur foi religieuse. Ouvrez les guillemets. L'esprit persécuteur devrait être réprimé par tout gouverneur éclairé. Si l'on punissait les perturbateurs qui veulent sans cesse troubler les consciences de leurs concitoyens lorsqu'ils diffèrent dans leurs opinions, on verrait toutes les sectes, religions, vivre dans une parfaite harmonie et fournir à l'envi des citoyens utiles à la patrie et fidèles à leur prince. Fermez les guillemets. Voltaire, de son côté, en réhabilitant Calas, un protestant injustement accusé d'avoir empêché la conversion de son fils au catholicisme, montre son souci de la justice et de la tolérance. Que les pseudo-sectateurs de Voltaire relisent donc, ou lisent tout simplement, le traité sur la tolérance. Qu'ils relisent pareillement mieux l'ingénu. Aujourd'hui, Voltaire, avec cette ironie qu'on lui connaît, aurait dit sans doute aux pauvres des banlieues en voyant leur situation « Vos persécuteurs sont abominables. Je vous plains d'être opprimés, mais je vous plains surtout d'être enfants d'immigrés. » Je conçois aisément que la philosophie des Lumières pose problème aujourd'hui, car les enjeux et l'avenir de la société sont à nouveau posés. Nous savons que depuis quelque temps, des livres attaquant Voltaire sortent assez régulièrement. Je m'interroge sur cette volonté de régler des comptes avec des esprits vifs qui ont combattu bien des préjugés. Je ne suis pas un défenseur des Lumières. Je constate simplement que le fait qu'ils reviennent à nouveau sur les devants de la scène montre que les problèmes auxquels ils ont eu affaire hier sont à nouveau devant nous. Sofiane Méziani. Je crois qu'en égratignant Voltaire, j'ai touché un point sensible chez toi. Ton côté voltairien ressurgit. Mais sache que tu as en face de toi un rousseauiste qui n'a pas encore digéré les quolibets blessants de Voltaire adressés aux citoyens de Genève. Passons, on réglera nos comptes philosophiques plus tard. Le ch'ti lillois ne se laissera pas tremper aussi facilement dans la sauce provençale du Marseillais. Plus sérieusement, ce qu'il faut surtout mettre en exergue, c'est que le triomphe de la raison impérialiste inaugurée au grand siècle par Descartes, c'est-à-dire cette raison qui a la claire ambition de se rendre maître et possesseur de la nature, marque une rupture radicale avec le monde ancien. Chez les Grecs, le monde est un cosmos ordonné et harmonieux, extraordinairement bien agencé. C'est un univers parfait, animé par une force supérieure.
Ainsi, dans le monde parfait des Grecs, l'activité intellectuelle consiste uniquement à découvrir, dévoiler le côté divin de cet univers auquel l'homme doit s'ajuster. Est bon, juste ou beau ce qui est conforme à l'ordre parfait du cosmos, lequel, autrement dit, est, dans l'univers grec, une source d'inspiration morale, politique et esthétique. Plus clairement, chez les Grecs, le bon, le juste et le beau préexistent dans l'univers. Tout est offert, rien n'est à élaborer. Il suffit juste de le contempler, de découvrir les lois qui animent le cosmos. Chez les modernes, notamment depuis la révolution scientifique, on passe au contraire, pour reprendre la formule de Coiré, du monde clos à l'univers infini. Rien n'est donc donné, cette fois-ci tout est à construire. On est face à un univers éclaté, sans cohérence, qui marque la naissance d'une nouvelle vision du monde et par conséquent de l'homme en totale rupture avec le cosmos grec, comme en témoigne de façon sceptique et sur un ton ahuri ces vers à l'image frappante du poète anglais John Donne du XVIIe siècle. Nous citons: La philosophie nouvelle rend tout incertain, l'élément du feu est tout à fait éteint. Le soleil est perdu et la terre, et personne aujourd'hui ne peut plus nous dire où chercher celle-ci. Les hommes confessent franchement que ce monde est fini, lorsque dans les planètes et le firmament ils cherchent tant de nouveau, puis voient que celui-ci est dissous à nouveau dans les atomies. Tout est en morceaux, toute cohérence disparue, plus de rapport juste, rien ne s'accorde plus. Fin de citation. C'est d'ailleurs ce silence éternel des espaces infinis qui effraie Pascal. Donc si le cosmos est muet et ne dit plus rien en matière de sens, ni ne dégage une quelconque harmonie, l'activité intellectuelle change radicalement de statut. Elle ne consiste plus à dévoiler l'ordre qui anime l'univers, mais à établir des connexions cohérentes en reliant les phénomènes au moyen du principe de causalité. L'homme, en ce sens, ne se définit plus à partir du monde, c'est le monde qui se définit à partir de l'homme. C'est ce bouleversement que Kant appelle la révolution copernicienne, d'où l'interrogation qui introduit la critique de la raison pure: comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? C'est-à-dire plus simplement, comment établir des liaisons entre les événements du monde et donner du sens à un univers en apparence chaotique. Dans Critique de la raison pure, ce météorite philosophique tombé dans la pensée occidentale, Kant entend dépasser par le criticisme l'opposition entre le rationalisme dogmatique et l'empirisme sceptique, en distinguant la sensibilité, faculté des sensations, l'entendement, faculté des concepts et la raison, faculté des idées. Il refuse en ce sens cette dichotomie qui remonte à Platon, consistant à opposer systématiquement la connaissance sensible, source de fausseté, à la connaissance intellectuelle, source de certitude. Pendant de longues années, Kant avait adopté le dogmatisme de Descartes et Leibniz, jusqu'à ce que la lecture de David Hume le bouleverse et l'éveille de son sommeil dogmatique. La critique de la raison pure entend au fond répondre à la question « Que puis-je savoir ?» en distinguant clairement les phénomènes, choses pour nous, accessibles à la connaissance sensorielle et intellectuelle de l'homme, et les noumènes, choses en soi, inaccessibles aux facultés humaines. Il délimite autrement dit le terrain de connaissance intellectuellement accostable en posant au préalable, dans la première partie de son ouvrage majeur, un cadre a priori, celui du temps et de l'espace, qui marque la finitude humaine et met ainsi fin à ce champ de bataille qu'est la métaphysique. Le style de Kant n'a pas bonne réputation, car son écriture, comme le soulève Alain Renaud dans l'introduction de cette œuvre monumentale, se soucie moins d'élégance que de puissance démonstrative, comme en témoigne la récurrence des conjonctions de coordination, donc et car en début de phrase. Ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout le caractère révolutionnaire de la pensée kantienne. L'activité intellectuelle, encore une fois, ne consiste plus à découvrir les lois et les règles animant le cosmos auxquelles l'homme devra se conformer, mais à les construire à partir de la subjectivité humaine. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la formule hegelienne « le réel est rationnel et le rationnel est réel ». Hegel, puisant largement dans la pensée leibnizienne, entend par là que rien n'advient sans raison, que tout est fait à une cause, qu'au fond tout est explicable.
Dans la philosophie de l'histoire, ou la raison dans l'histoire, Hegel démontre à partir d'un schéma dialectique en 3 temps que tous les événements historiques ont une cause, que le passé contient en entier, en germe, la raison d'être du présent qui contient celle du futur. Il y a d'abord l'en-soi, c'est-à-dire la graine qui contient en puissance toutes les différences qui vont se déployer à travers l'histoire, puis l'être là, c'est l'instant où le germe s'actualise et devient une plante, une existence réelle identifiable. Enfin, le pour soi, c'est le fruit de l'assemblage des différences déployées qui contient la graine d'un nouvel en soi, d'une prochaine dialectique. Cet accomplissement, explique-t-il, est son déclin, et c'est là l'avènement d'un autre esprit, d'une autre époque de l'histoire mondiale. Tout est donc en connexion. Tout s'enchaîne à partir du principe de raison et Hegel se bornera à en expliquer les mécanismes et la complexité. C'est ainsi qu'il va appliquer à l'histoire la théodicée de Leibniz. Le mal n'existe ou n'apparaît que si on l'isole du tout, car justement le vrai est le tout, dit-il dans la préface de Phénoménologie de l'esprit. C'est par ailleurs ce qu'il appelle l'universel concret, c'est-à-dire l'âme qui conduit l'événement, car précise-t-il plus loin dans la philosophie de l'histoire, ouvrez les guillemets, l'histoire philosophique mondiale est l'histoire mondiale considérée avec des pensées universelles, c'est-à-dire des pensées telles qu'elles s'étendent au tout, non pas des réflexions sur des situations singulières, sur des circonstances, des aspects singuliers. Fermez les guillemets. Hegel entend donc réconcilier toutes les contradictions apparentes des systèmes philosophiques qui ont traversé le passé par un travail de synthèse qui par là même annonce la fin de l'histoire. Il faut au passage prendre garde à ne pas réduire, comme le font certains manuels scolaires, la pensée de Hegel au schéma thèse, antithèse, synthèse. C'est bien plus profond et complexe, et pour qui veut approfondir le sujet, je renvoie entre autres à l'introduction à la lecture de Hegel d'Alexandre Kojève et aux leçons de métaphysique allemande de Jacques Rivelig. Revenons ceci dit à notre sujet. Selon l'idéaliste allemand, la raison se déploie dans le temps, et la vérité n'appartient à aucun moment particulier du passé. Elle est plutôt dans l'assemblage de tous les points de vue de l'histoire. Ouvrez les guillemets. De l'absolu, écrit-il dans la préface de la Phénoménologie de l'esprit, il faut dire qu'il est essentiellement résultat, que c'est seulement au terme qu'il est ce qu'il est en vérité. Fermez les guillemets. Ainsi, l'erreur chez Hegel, ou le mal chez Leibniz, fait partie du déploiement rationnel de la vérité ou du bien, qu'il faut concevoir dans sa totalité, dans le tout, pour éviter le piège du simplisme et du jugement biaisé. Ce principe de causalité aura une postérité considérable, comme on peut le constater chez Freud, qui s'efforce d'expliquer et de rendre raison des apparences irrationnelles comme les lapsus, les névroses, les actes manqués, mais aussi chez Marx qui explique les paradoxes de l'histoire comme étant l'articulation logique d'un processus qui annonce le retour du communisme et ainsi la fin de l'histoire. Ce dernier, dans la postface de la seconde édition du livre 1 du Capital, même s'il affirme s'apparenter avec Hegel, entend donner une toute autre perspective à sa dialectique. Ouvrez les guillemets. Chez Hegel, elle marche sur la tête. Il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. Fermez les guillemets. Le problème de Hegel, ceci dit, comme le remarquera par ailleurs Schelling, tient d'abord au fait d'avoir voulu déduire l'existence humaine du concept. Mais pas uniquement. Sa dialectique non seulement ne laisse aucune place à l'altérité et à la différence, car le vrai est le tout, mais refuse aussi la part imprévisible, sans raison, autrement dit, le côté créatif de l'histoire. Ce qui n'est pas sans conséquence. Si l'histoire a une direction logique et une théorie qui en rend compte, il suffit alors de confier le pouvoir à des hommes qui maîtrisent cette théorie pour conduire la société vers le destin annoncé par les lois de l'histoire. Ainsi, toute opposition au pouvoir sera considérée comme un acte de folie et doit par conséquent être anéantie. C'est la naissance du totalitarisme et des guides suprêmes comme Staline et Mao.
Pas de place pour la démocratie dans un système où la raison suffisante croit être capable d'expliquer l'histoire du début jusqu'à la fin, prévoyant ainsi par le principe de causalité ce qui adviendra et de ce fait abolissant tout ce qui fait obstacle à son déploiement prétendu rationnel. Marx, par exemple, en annonçant le retour du communisme par une théorie scientifique de l'histoire, estime en conséquence que tout ce qui résiste à ce retour triomphant doit être écrasé, d'où les désastres des totalitarismes du XXe siècle. Voilà encore une fois les effets tragiques d'une raison qui croit se suffire à elle-même, une raison impérialiste, conquérante, qui veut dompter le monde. Abderrahim Bouzelmat. Je suis d'accord à propos de ce que tu viens de dire sur le XXe siècle. Les images de ces absurdités sont dans toutes les têtes, et l'homme d'aujourd'hui doit savoir réajuster sa pensée s'il ne veut pas que ce siècle, encore jeune, inspire de nouveau déséquilibré. Mais c'est mal engagé, tu en conviendras avec moi. Pascal avait dans une pensée dit l'essentiel qui aurait pu nous épargner toute cette discussion autour de la raison. La voici. Ouvrez les guillemets. 2 excès. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Fermez les guillemets. À cela, j'associerais facilement une réflexion de Rousseau qui nous a laissé une belle pensée avec laquelle on doit savoir travailler désormais. Ouvrez les guillemets. La raison fait l'homme, mais c'est le sentiment qui le conduit. Fermez les guillemets. Entre raison et sentiment, l'homme doit repenser sa voie. Mais au-delà du duo raison-sensibilité, on a souvent opposé folie et raison en philosophie, alors qu'en réalité les choses sont un peu plus complexes. Montaigne et Descartes y ont largement réfléchi, et Michel Foucault en présente une espèce de synthèse dans un extrait de l'Histoire de la folie à l'âge classique. Ce dernier démontre dans une explication un tant soit peu complexe comment la folie a permis à la raison de s'affirmer dès le moment que cette dernière a libéré la folie de l'étiquette de déraison. A-t-on donc constamment besoin de folie pour être raisonnable, pour évoluer, pour vivre ? Erasme, dans son éloge de la folie, répond oui. Arrêtons-nous-y quelques instants. C'est précisément durant son voyage, qui le mènera de l'Italie vers l'Angleterre, qu'Erasme, voulant échapper au bavardage, où les muses n'ont point de part, entreprend l'écriture de l'éloge de la folie qu'il dédie à son ami Thomas More, et à qui il certifie que ce n'est là que pur amusement de l'esprit. Cependant, et au-delà de cette confidence sûrement teintée d'ironie, Erasme engage ses bagatelles à conduire à un sujet fort préoccupant. Ainsi, le lecteur ayant un peu de nez peut y trouver mieux son compte qu'à maintes dissertations graves et pompeuses. Traiter des questions sérieuses avec frivolité est rendu de la sorte possible. Nous citons. Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de choses frivoles, mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses. C'est aux autres de me juger. Pourtant, si l'amour-propre ne m'égare, je crois avoir loué la folie d'une manière qui n'est pas tout à fait folle. Fin de citation. L'éloge de la folie d'Erasme se présente comme un discours dans lequel la folie personnifiée fait sa propre apologie. Il s'agit en réalité d'une critique impitoyable du genre humain, où l'arrogance, le ridicule et l'hypocrisie d'une société tout entière sont dénoncées. Et dans ce monde fait d'illusions et de flatteries, l'amitié, l'amour, les relations humaines et la vie en général ne sont rendues possibles que parce que la folie existe. Ainsi, dans les premières pages du livre, le registre général est très proche du comique. Il est expliqué que la raison et la sagesse conduisent à la tristesse et au malheur, et seule la folie peut aider l'être humain à vivre et à cohabiter. D'ailleurs, seuls les hommes raisonnables se suicident, jamais les fous. Que la raison guide donc les gens, et vous n'aurez nul mariage puisqu'infiniment éprouvant, nulle amitié puisque totalement hypocrite, nulle vie car éternellement affligeante. D'ailleurs, les enfants sont heureux et paraissent beaux, car dénués de sagesse, et follement gouvernés, ne goûtant au malheur et à la détresse qu'une fois la raison épousée. Les vieillards ne redeviennent heureux que lorsqu'ils reviennent à l'état de l'enfance, c'est-à-dire de la folie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vieillards et enfants se ressemblent et s'aiment. Les rois, quant à eux, ne s'entourent de fous et de bouffons que pour supporter les tourments du pouvoir.
La science serait somme toute peu utile au bonheur. La folie est devenue de la sorte le seul remède aux fourberies d'une société où la duplicité domine toutes les relations. Viennent ensuite des pages qui, progressivement, épousent une tonalité plus polémique. Erasme devient plus cinglant dans ses propos et la dénonciation se fait de plus en plus évidente. La vie en général n'est ainsi qu'une pièce de théâtre où chacun joue un rôle qui n'est pas le sien, en arborant le masque trompeur. Les acteurs sont donc systématiquement en scène et chacun joue son rôle. Un rôle souvent attribué bien évidemment, et le sage qui essaye d'arracher les masques est un trouble fait. Gare à lui donc, il risquerait d'être vite chassé du théâtre. On préfère bien mieux le travesti au naturel et le monde est donc détraqué. Au fur et à mesure que le récit progresse, l'auteur fait l'inventaire des folies et des incohérences d'un monde occidental en proie à la plus parfaite hypocrisie. Les théologiens sont des imposteurs qui entretiennent les superstitions. Les physiciens ont froid, les astrologues sont ridicules et les dialecticiens négligés. L'orateur de l'Église n'est rien d'autre qu'un ridicule crieur, les prédicateurs profitent pleinement de la crédulité du peuple, les marchands, les soldats et les juges sont pleins de parjures, de débauches, d'ivrogneries, de rixes, de meurtres, de perfidies et de trahisons. Le prince ignore les lois, est hostile au bien général et n'envisage que le sien. Les gens de la cour sont de vulgaires courtisans. Enfin, les médecins sont ignorants et étourdis, et surtout les gens de loi sont des ânes, qui ont en main les plus grandes comme les plus petites affaires. Bref, la vie ordinaire des chrétiens regorge d'extravagance que les prêtres volontiers admettent et entretiennent, sans ignorer quel profit leur en revient. Ce n'est donc pas par pur hasard que Rome ne tardera pas à le mettre à l'index, et cela est à la source des raisons qui ont conduit le XIXe siècle anticlérical à le placer comme précurseur de Voltaire, ce que l'auteur de Lettres philosophiques avait déjà reconnu. Pourtant, Erasme, qui refusera de se rallier à la Réforme, montre qu'il n'a pas pour objectif de mordre ou de menacer l'unité chrétienne, mais surtout de continuer à jouir de cette liberté qui sied aux écrivains quand il s'agit de railler impunément les communes conditions de la vie. Cela dit, une chose est bien évidente. Ce sont ceux qui sont au sommet qui paraissent comme étant les véritables responsables du détraquement de ce monde. Pour parer à cela, l'éducation de tout un peuple doit être entièrement refaite, et ce thème sera repris et largement développé dans des genres et registres différents par Rabelais, Montaigne, Madame de Sévigné, Molière, Voltaire, etc. Cette question de l'éducation va être même le thème central de la littérature engagée des humanistes de la Renaissance, à Victor Hugo et même bien au-delà. Suite à Erasme, et cette fois-ci en France, un certain François Rabelais, mort en 1553, fils d'avocat, ayant étudié dans sa jeunesse le droit et la théologie, devenu moine et médecin réputé, admire Erasme et se lance dans l'écriture de livres populaires qui, sous le masque fantaisiste du conte joyeux, livrent une guerre sans merci à ceux qui détiennent le pouvoir, aux institutions sclérosées et au premier rang desquelles l'organisation ecclésiastique. Bref, à la classe raisonnable. Ainsi, et à l'instar d'Erasme, le rire chez Rabelais demeure un habillage plaisant de vérité profonde, promu aux dépens de l'esprit sérieux qui lui est en incapacité d'échapper à la censure. Le style joyeux est également à même d'instruire de manière plaisante et donc plus efficace, puisque la connivence du lecteur est requise. Ce dernier finit dans le meilleur des cas par s'engager, au moins par adhérer, après avoir bien ri. Dangereusement satirique, hautement joyeuse, infiniment débridée, la facétie rabelaisienne mariant à merveille des styles et des procédés extrêmes se met au service de l'humanisme et enfante un genre littéraire qui s'inspire de la culture populaire pour faciliter la prise de conscience. C'est la folie au service de la raison. D'un point de vue littéraire donc, c'est bien le Pantagruel de Rabelais qui, en 1532, célèbre en France et de manière officielle le renouveau intellectuel, apportant une vision de l'homme et du monde inédite, produisant une littérature populaire en choisissant la langue du peuple. L'objectif peut paraître dès lors clair, car au-delà de la préface de Pantagruel qui présente le livre, fort modestement comme seulement facétieux, l'auteur qui a 50 ans au moment où il commence à écrire livre une acerbe critique de la société de son temps,
encore sous le charme des romans de chevalerie où les personnages nobles sont doués d'une force surhumaine et méritent le respect et la soumission. Rabelais peut être considéré en cela comme l'un des premiers, voire le premier auteur de la Renaissance, en France, à parodier et à tourner en dérision cette littérature qui servait surtout à asseoir un mode de société. Serait-il donc ridicule de voir le début d'une révolution commencer à Rabelais ? Pas si sûr. En tout cas, sous l'apparence décousue du roman, l'auteur parvient à contourner les obstacles dressés par l'Église contre toute tentative scripturaire potentiellement subversive et livre à la France un véritable message philosophico-humaniste. Il s'agit pour lui, selon l'esthétique classique, de plaire pour mieux instruire. Au siècle suivant, dans sa lettre à Pomponne, datée du 1er décembre 1664, annoncée depuis le départ comme un moment de distraction, Madame de Sévigné mène une réflexion à portée universelle sur les rapports entre le monarque et son entourage direct, dont l'enjeu est la vérité même. L'épistolière s'amuse fort ironiquement d'une petite anecdote, à partir de laquelle elle tire une leçon de vérité générale sur la duplicité qui règne à la cour du roi. Pour aller dans le sens de cette façon ingénieuse d'instruire le peuple et à le rendre plus raisonnable par le jeu de la plaisanterie, La Fontaine écrit dans Le Pâtre et le Lion, nous citons « Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et contrer pour compter me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égayant leur esprit, nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ornement et le trop peu détendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. » Fin de citation. Aussi beau que frappant, ces quelques vers de La Fontaine appellent une attention particulière. Il est temps qu'on apprenne à nous arrêter plus longuement sur ce genre de récits, avec lesquels il nous prend encore follement de faire rire des enfants. Le lecteur sérieux ne peut que reconnaître dans les lignes des dits textes un rassemblement frappant avec notre société d'aujourd'hui où les masques sont l'affaire de tous et au premier chef, de ceux qui sont au sommet et qui sacrifient chaque jour les valeurs de la société sur l'autel des profits personnels. Malheureusement et bien souvent, le citoyen ne voit rien et pire, adhère à des propositions aussi pernicieuses les unes que les autres. Quelques siècles après Erasme et Rabelais, nous sommes donc retombés dans de vulgaires pièges. Pire, nous validons même les orientations les plus funestes quant à certains projets qu'on nous propose pour notre société. Finalement, nous n'avons pas vraiment évolué et l'éducation de tout un peuple demeure parfaitement à refaire. Pour qu'il sache dire non, pour qu'il sache prendre son destin en main. Mais est-il si facile de s'y employer à une époque où des intellectuels bourrés de savoir et fort raisonnables se sont emparés des combats humanistes, les prenant pour modèles après les avoir largement détournés de leur sens, vidés de leur substance et galvaudés leurs valeurs ? Pas si simple en réalité. Et ajouter à cela le piège de la consommation à outrance auquel le peuple est livré pieds et poings liés, la mission des hommes de valeur est rendue bien périlleuse. Le style bouffon a en littérature cet avantage sur le style sérieux. Il construit sans cesse le second sens et ruine à coups de clin d'œil les prétentions des hommes de la raison pour mieux servir la raison. C'est de cela qu'ont besoin nos élèves, cette construction du second sens pour qu'ils sachent voir au-delà et utiliser parfois les voies de la folie pour ouvrir les chemins de la raison. On le voit donc, le combat autour de la littérature est un combat pour le futur. Nous vivons une époque où les humoristes de la télévision font usage d'un type d'humour, souvent de mauvais goût pour tout lecteur de Rabelais, pour asseoir une carrière, faire rire pour faire rire. Il ne s'agit plus de faire rire pour exciter la curiosité, mais faire rire pour distraire, mieux endormir. Là est toute la différence entre Rabelais, Molière, Coluche et ceux qui remplissent nos salles actuellement. Dans son éloge de la folie, Erasme a attaqué une institution des plus importantes, celle de l'Église, quand certains y ont vu un blasphème contre Dieu. Lui s'en défendait. Mais le sujet est délicat, les confusions profondes, les explications cruciales.
Pour achever cette discussion, je te propose donc de traiter le sujet le plus complexe en philosophie, celui de Dieu.